Donc l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur mes sujets de grand oraux qui a pris pas mal de vues récemment, où je présentais à peu près ce que je pensais dire au jury le jour J, quoi, qui était le lendemain d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà, j'étais normalement à peu près sur ma version finale. Il me semble que j'avais rajouté quelques trucs, mais c'était pas, voilà, pas grand-chose. Et sur la vidéo, j'ai reçu pas mal de... Enfin, pas mal. J'ai reçu quelques questions sur ah, comment est-ce qu'on faisait ci, comment est-ce qu'on faisait ça. Et c'est vrai qu'il y avait certains trucs qui étaient plus mathématiques que d'autres, et que je gardais un peu pouvoir expliquer derrière pour les questions du jury. Parce que les maths à l'oral, etc., c'est pas très digeste de manière générale, donc j'attendais d'avoir un... Parce qu'on avait le droit d'avoir un tableau après derrière pour les questions du jury, donc je regardais un peu sous la pédale pour pouvoir expliquer les trucs qui étaient marqués, et justement, je faisais en sorte qu'ils me posent ces questions. Mais c'est vrai que là, du coup, si des gens essayaient de bien comprendre, c'est vrai que c'était un peu galère, parce qu'ils ne pouvaient pas eux poser de questions directement et moi qui répondais sur un tableau. Du coup, c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo, c'est pour expliquer justement quelques trucs que j'ai pas trop expliqués et justement pouvoir répondre aux questions qu'on m'a posées sur cette vidéo. Donc du coup, je vais commencer par celui de l'avion. Donc je vais commencer par faire mon petit schéma de l'avion. Ok. Voilà. Donc du coup, je disais que les forces qui s'appliquaient, donc on va apprendre comme système le centre de masse de l'avion. Ok. Donc il doit être à peu près par là, hein, je vais le noter d'une croix. Et on va dire que tu as le poids, tu avais la force des moteurs, le thrust, quoi. Tu avais la force de portance, ici, clac. Et tu avais le drag en anglais, qui est les frottements d'air en gros. J'avais pris, pour pouvoir faire des calculs bien et tout, j'avais pris un frottement de l'air qui était proportionnel à la vitesse, je crois. On peut le faire à la vitesse au carré, c'est ce que j'en parlais un peu après derrière. Mais là, je vais rester dans le truc de la vitesse. Et ce que je m'intéressais premièrement, c'était la vitesse de vol stable et mon montée. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'unissais déjà, parce que là, ça n'a pas vraiment de sens, je m'unissais déjà mon truc d'un repère. Donc, ici, ça va être UX, ici, ça va être UY. Ok. Donc du coup le Z il est vers nous. Euh, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je dis qu'on est en vol stable. Donc du coup, ça veut dire que on va tout droit, on ne fait pas de virage, etc. Et on est à vitesse constante, pas d'accélération justement. Donc du coup, on peut dire que par la première loi de Newton, la somme des forces, on va dire que c'est pareil, c'est 0. Vecteur nul. Ok. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer par les expressions de nos différentes forces. Donc on avait T plus D plus P plus FP. C'était 0. Ok. Sauf qu'on s'est muni d'un repère, il faut quand même que ça nous serve. Et on voit que toutes nos forces elles sont dirigées justement, on a pris le repère un peu pour ça, mais sont dirigées, on peut l'exprimer directement à partir des vecteurs de base de notre espace. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça c'est 0, si et seulement si les coordonnées en x et en y sont la résultante, c'est 0 aussi. Donc du coup, ça veut dire que en x, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir t plus d, qui va être vecteur nul, et en y, on va avoir p plus fp, ça va être aussi vecteur nul. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on les a tous exprimés sous notre vecteur, nos vecteurs de base, on peut passer d'une équation vectorielle à une équation qui est scalaire. Parce que ça, c'est que on peut dire que t, ça va être t fois ux, d, ça va être un truc selon ux aussi, etc. P, vous connaissez l'expression, et fp, je sais pas si je l'avais dit dans la présentation, mais c'est proportionnel à la vitesse au carré. Bref, je vais faire un peu de place. Regardez mon beau schéma quand même. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre système, mais avec les expressions scalaires. Du coup, pour notre système, on avait... Je vérifie que je ne me mets pas devant. Voilà. Notre système, du coup, on avait... en x, l'expression, ça va être t selon x, et moins une constante de frottement kd
parce que c'est pareil que ce que je l'ai appelé, KD fois V égale 0, et 1Y, ça va être une constante petit k, on va dire, V carré, pour ça, moins MG, égale 0. Ok. Super. Donc du coup maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une équation, on a un système d'équations à deux équations, et on a aussi deux inconnus. Donc on peut essayer de résoudre pour justement ces inconnus. Donc nos inconnus, hein, je rappelle, c'est t, on la connaît pas. On suppose que c'est une constante, n'empêche, donc ça lui donne déjà une certaine forme, c'est cool. Et v, notre vitesse de vol stable, parce que tous les calculs correspondent à un vol stable. Donc du coup, on résout en bas pour v par exemple, parce qu'on n'a pas de t. Donc bon, je vais le mettre là. On va dire que ça veut dire que v, c'est égal à mg sur k, et on fait la racine. On prend une racine positive parce que on dit que notre avion il se déplace dans ce sens-là. Hein. Ok. Donc du coup, notre vitesse elle va être positive selon ux. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on exprime t. Donc t, grâce à cette équation, c'est kd v. Et bah on réinjecte. Même pas besoin de faire de conneries, de pivot de Gauss, trucs comme ça. C'est kd mg sur petit k. Ok. Donc là, on a nos expressions de notre vitesse de vol stable et de notre force qu'on doit appliquer pour justement pouvoir atteindre cette vitesse de vol stable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que ce que je faisais après du coup, c'est que je prenais tout ça et je faisais des calculs pour le décollage. Donc je disais que mon thrust, mon T, il avait cette forme-là, de toute façon. Et que du coup, la vitesse, elle augmentait progressivement jusqu'à arriver à la vitesse de vol stable. Donc ça se fait assez bien, c'est à peu près comme vous savez en électricité, les condensateurs, etc. Mais ce qui est vraiment cool, et ce que j'ai pas pu en parler beaucoup, c'est que qu'est-ce qui se passe si on avait des frottements qui étaient quadratiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici c'est proportionnel à la vitesse au carré. Déjà du coup on se retrouve avec toujours la même vitesse de vol stable. Donc du coup V c'est toujours mg sur k, on prend sa racine. Et du coup ici on va substituer V carré, donc on va substituer mg sur k. Donc T c'est égal à kd mg sur k. Ok. Maintenant, du coup, ce qu'on fait, c'est que avec ces expressions-là, on va les remettre dans l'équation différentielle qu'on va pouvoir établir grâce à la seconde loi de Newton. Donc là, c'est pas exactement ce que j'ai fait, c'est à la toute fin où je disais oui, ça marche très bien pour des petits avions, je crois, ou un truc comme ça, mais ça va pas marcher pour des gros avions parce que ça va beaucoup plus vite les gros avions. Enfin, bref. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est que, du coup, vous savez que la somme des forces... Donc là c'est normal que ça aille un peu plus vite et un peu plus en bordel et tout. Parce que vraiment, là, c'est full leur programme, quoi. C'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez faire un grand oral que sur ça, quoi. Donc, du coup, somme des forces, c'est la masse fois l'accélération. Donc, ça veut dire que, du coup, nos sommes des forces, on va l'écrire aussi sous forme de système. Donc on avait du coup T c'était KD mg sur K, ok, moins KD V au carré. Donc ça va être du coup dx dt au carré. On va dire qu'il avance que selon UX, on s'en fout de comment est-ce qu'il avance en vertical. Mais de toute façon, c'est juste que l'avion, s'il veut monter, il s'oriente au fait. Du coup, on peut dire quasiment qu'il avance que sur X. Et du coup, en Y, on s'en fout, de toute façon, vu qu'on va projeter dessus. Donc, on va autant pas s'embêter à exprimer ça. Et du coup, on a une équation... pardon, pas M, pas 0. Du coup, M dx carré dt. dt carré. Okay. Donc, la dérivée seconde. Du coup, maintenant, on va réarranger l'ordre des termes. Donc, on va tout faire passer d'un côté. Hein. On va avoir m. Je vais noter la dérivée seconde x point point. C'est une notation. Point, c'est le nombre de dérivées par rapport au temps qu'on fait. Donc, 2 points la dérivée seconde.
ça plus KD x point carré. Ça va être égal à un second membre qui va être moins KD mg. Ok. On divise par m parce que sous forme canonique, on n'a pas de m à la dérivée seconde. Et là, du coup, on a une équation qui n'est pas linéaire. C'est ça qui nous embête. En temps normal, on aurait des constantes un peu différentes. Enfin, si on avait pris des frottements qui étaient linéaires, on aurait des constantes un peu différentes et on n'aurait pas de carré, surtout ici. Et ce serait beaucoup plus simple, quoi. Et donc, du coup, en fait, pour résoudre ça, comment est-ce qu'on fait? Bah, déjà, on commence par faire une substitution. Donc, vous savez que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. La vitesse, la dérivée de l'accélération, tout le bordel. Donc du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on l'a exprimé en fonction de la vitesse, et vous regardez, il n'y a pas de x ici dans notre équation. On n'a que des x points ou des x points points. Donc du coup, ce qu'on va faire, parce que là, on n'a que des termes en dérivée, c'est un peu bizarre, et ben on va se ramener à quelque chose de moins bizarre, on va exprimer ça en fonction de la vitesse. Donc ça, du coup, notre x point point, ça va être v point. Ensuite, plus kd sur m, v carré. Ça va être égal à kd moins kd g. Okay. Et donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire le gros physicien et je vais faire une séparation de variables, donc je vais réappeler ça du coup dvdt hein. Voilà. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout balancer d'un côté et je vais résoudre pour v d'un côté et pour t de l'autre. Donc ça veut nous dire que on a dv sur dt qui va être égal à kd sur m facteur de moins kd sur m facteur de v au carré plus g sur m, si je dis pas de bêtises. Oui. Ok. Plus g sur m. Et on va diviser par... On va multiplier d'un côté par dt. Donc là, c'est là où on perd un peu le côté mathématique. Hein. Ne faites jamais ça en maths. Et on va diviser par v carré plus g sur m. Donc du coup, là, on a des expressions en fonction de différentiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer. Et quand on intègre, en fait, ici, on va intégrer naturellement par dv. Et ici, on va intégrer naturellement par... Donc du coup, il n'y a plus ce terme-là, hein, je l'ai divisé. On va multiplier par... Enfin, on va intégrer par selon dt. Donc ça, du coup, ça va nous donner kd sur m fois t. Plus une constante, hein, constante de temps. Ok. De toute façon, on va en avoir une aussi de ce côté-là qui va pop de constante. Donc à la rigueur, on pourra tous les rassembler une constante. Et c'est là où je vous laisse faire vos propres recherches parce que ça devient un peu plus compliqué. Mais on est censé trouver du arc tangente hyperbolique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va avoir une forme au final qui est plus cohérente par rapport à ce qu'on avait. Maintenant, je vais passer à celui de maths. Il y a quelques trucs à dire aussi, notamment sur quand je faisais l'approche avec les dérivés, enfin les différentiels et comment intégrer sur un volume, etc. Donc, je rappelle, on avait notre petite trompette de Gabriel là. Okay. Donc, ce que je disais, c'est que pour le volume, il n'y avait pas trop de soucis. On prenait des cylindres et tout se passait bien. On tombait sur pi. Le calcul, il n'est pas très compliqué. Normalement, vous devrez tous à peu près pas trop galérer là-dessus. Mais c'est un peu bizarre, c'est que comment est-ce qu'on trouve la formule, au fait, pour l'autre. Et donc, du coup, il y a un théorème qui nous dit que on ne peut pas utiliser des cylindres pour faire la surface. Ça a un peu de sens parce que si jamais ma trompette elle est comme ça, la bordure ici, si elle jamais elle était comme ça et que je veux l'approximer par un truc qui est comme ça va pas trop le faire. Donc ça se comprend un peu. Hein. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on a nos trucs qui sont comme ça et on va l'approximer par cette distance-là. Donc dl. Donc du coup ici ça va être notre dx, là ça va être notre dy. Donc du coup comment est-ce qu'on fait pour trouver notre petit dl?
Du coup, on utilise le théorème de Pythagore. Donc dl, on va dire que c'est racine de dx carré plus dy carré. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'intégrer sur x et y. Ça serait un peu lourd, quoi. Du coup, ce qu'on fait, c'est que, là, c'est un peu une astuce, on factorise par dx carré. Donc, on factorise par dx carré dans la racine. Donc, facteur de 1 plus dy sur dx. Mon y est dégueulasse. Voilà, dy sur dx au carré. On sort le dx de la racine. Donc, ça dx racine de 1 plus dy sur dx au carré. Et là encore, bon, les mathématiciens, ils vont avoir un peu mal au cœur. Ça, on dit que ça va être égal à dx 1 plus, parce que dy sur dx, c'est la dérivée. Il y en a qui vont avoir mal au cœur en entendant ça, mais bon. Je suis sûr que ça peut se prouver plus rigoureusement, mais si jamais vous avez besoin de l'expliquer, c'est largement suffisant. Ça va être la dérivée au carré. Et du coup, ça, on le multipliait, je crois, par pi ou un truc comme ça. Et on avait notre partie de cône, en fait. Donc là, c'est notre cône infinitésimal. Hein. Okay. Donc, effectivement, là, on avait notre dx. Là, on avait notre dy. Et là, on avait notre dl. Ok. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on a cette formule. Et c'est surtout cette partie-là qui est assez étrange. Voilà. Ça, du coup, on disait qu'on va du coup développer un peu, parce que là, du coup, on avait la fonction qui était 1 sur x. Son bord, là, en gros, c'était 1 sur x. Donc, du coup, on va avoir 2pi, 1 sur x, racine de 1 plus 1 sur x, enfin, moins 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x, combien au carré. Donc, du coup, ce qu'on fait, hop, c'est qu'on avait déjà du x carré en bas, pardon, et qu'on met au carré 1 sur x puissance 4 dx. Et là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui, de 1 à plus l'infini, c'est toujours supérieur ou égal à 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que cette intégrale-là, on peut dire qu'elle est supérieure ou égale à une intégrale où ce terme-là, on va le remplacer par 1 en gros. L'intégrale de 1 à plus l'infini de 2pi, 1 sur x, ça on le minorait par 1 dx. Et ça, du coup, on le calcule, on a du ln, du coup, le ln, en plus l'infini, il diverge. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a quelque chose de plus petit qui diverge. Donc, du coup, notre intégrale initiale, elle diverge aussi. Et c'est pour ça qu'on avait notre surface qui était infinie, quoi. Donc, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Je vais essayer de faire un peu de montage, mais je vais essayer de le publier assez rapidement, parce que je voulais le faire il y a un petit moment. Mais j'ai eu pas mal de trucs à faire. C'était un peu la merde, on va pas se mentir. Là, je sors de DS, là. Donc, j'en profite, je suis en vacances. J'en profite pour faire la petite vidéo et tout. Je vous souhaite bonne chance pour vos grands taureaux et pour le supérieur, hein, au terminal. Bonne journée à vous. Hein.